Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. Je vous parle d'un livre qui s'intitule Covid-19, The Great Reset, publié par nos amis du Forum économique mondial, dont les auteurs sont Klaus Schwab et Thierry Malray. C'est un livre qui pèse environ 200 pages et qui a fait l'actu dernièrement, donc on va vous en parler un petit peu. Pourquoi lire ce livre ? Comme je l'ai dit, c'est un livre d'actualité et il a été notamment mis en lumière par le documentaire Hold Up, donc là vous allez vous dire ouais tout complotiste et tout ça, hold up machin. Alors déjà premièrement je vous le mettrai en visio, là je vais le lire pour ceux qui font seulement qu'écouter Radio Jojo et qui voient pas, qui ont pas envie de se taper l'écran fixe là que je mets. Mais là je suis sur Libération, un article du 23 novembre, donc là on est le 30 novembre, je sais pas si je l'ai déjà dit, je leur dis, et on est 30 novembre. Libération, 6 millions de vues pour Hold Up, itinéraire du documentaire Phénomène. Donc déjà voilà, moi je suis pas le seul débile qui a regardé Hold Up, ça fait plaisir. Je suis pas le seul débile qui en fait me suis posé des questions au préalable sur la gestion de la crise du Covid-19 et qui a permis le succès de ce documentaire. Donc dans ce documentaire, en effet, dans la deuxième partie, on peut dire, il parle du Great Reset et il le présente d'une certaine manière qui a été à mon sens perçu comme une invitation à aller se documenter sur ce qu'est réellement le Great Reset, parce que dans le documentaire, il te brosse un tableau un peu large, quoi, comme ça. C'était le sens un peu, je pense, en tout cas, du documentaire. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Si on doit commencer à parler complotisme, et se dire, ouais, mais le mec, sa base de départ, c'est un documentaire complotiste, donc... moi, surtout, que je vais tout voir du biais complotiste. Ça paraît logique. Donc, on va répondre aussi à ça tout de suite. On va dire pourquoi on a regardé ce documentaire. C'est-à-dire qu'on revient encore avant. Eh ben, c'est tout simplement parce que la gestion de la crise, du Covid-19, elle est vraiment, en ce qui me concerne, très particulière et très incohérente à différents niveaux. Et là, je vais même pas égrener tous les trucs. Pour moi, il y a un point vraiment qui a été central dans cette perception-là de la situation. C'est le traitement du professeur Didier Raoult et de son protocole, là, comme on l'a appelé. Toutes les manières dont on a essayé de le discréditer, de le casser, enfin, tout ce qui a été fait autour de l'hydroxychloroquine, machin, tout ça, ça a été totalement disproportionné de la part des médias. Et effectivement, ça a posé question dans ma tête, ça a fait des résonances, quoi. Je me suis dit, tiens, il y a un truc qui est louche, donc ça m'a amené à voir ce documentaire. Et dans ce documentaire, ce qui m'a le plus posé question dans ce qui soulevait, et qui est le plus facilement documentable aussi, c'est The Great Reset. Donc on va se plonger dedans, voir un peu ce que ça comporte. Voilà. Qui sont les auteurs ? Le premier auteur, on peut dire, qui est l'auteur principal de ce Great Reset, c'est notre ami Klaus Schwab. Alors Klaus Schwab, c'est le président du World Economic Forum, qui est là où ils ont écrit et édité ce livre. C'est attention, ça rigole pas. Klaus Schwab, c'est un mec. Bon déjà, il est pas tout jeune. Il est né en 1938 à Ravensburg. C'est un Allemand. C'est un mec qui va très très vite, c'est sûr. Il a, alors je vous donne sa formation, vous allez voir, là je suis sur Wikipédia. Il a un doctorat en sciences de l'ingénierie. Il a fait Polytechnique fédérale à Zurich, donc ça, tu vois, 66. Doctorat en sciences économiques de l'université de Fribourg en 67. Maîtrise d'administration publique à l'école d'administration publique de Harvard en 67 aussi. Donc grosse formation, le gars. C'est un universitaire. C'est un mec qui a commencé sa carrière à la fin des années 60 en tant que professeur de management industriel à l'université de Genève, où il a enseigné jusqu'en 2002. On peut noter, quand même, que c'est un mec qui a été élu membre du comité directeur du groupe Bilderberg. Alors, ceux qui connaissent pas le groupe Bilderberg, on n'a pas lu un livre sur le groupe Bilderberg, donc on va pas vous en parler maintenant. On va simplement
Là, il y a aussi une page Wikipédia, donc on va lire la page Wikipédia. Je vous la foutrai aussi en visio pour ceux qui veulent lire, hein, ceux qui aiment bien lire. Alors, le groupe Bilderberg, aussi appelé Conférence de Bilderberg ou Club Bilderberg, est un rassemblement annuel et informel d'environ 130 personnes, essentiellement des Américains et des Européens, composé en majorité de personnalités de la diplomatie, des affaires, de la politique et des médias. Hein. Donc en gros, c'est clairement une espèce de club informel, des gens qui décident un peu, et puis là ils discutent de plein de trucs dont on n'est jamais au courant. Voilà. Donc là, évidemment, sur Wikipédia, sa non-médiatisation et le caractère confidentiel des bilans des conférences suscitent régulièrement controverses et alimentent les théories du complot relatives à son influence. En même temps, t'as envie de dire, c'est normal. L'inverse, ça serait une insulte à l'intelligence des gens. Hein. Donc ce Klaus Schwab, voilà, maintenant il dirige le World Economic Forum. C'est clairement son profil, on peut le poser comme un universitaire leader intellectuel. Voilà. C'est pas un milliardaire, c'est un mec qui va très vite sûrement et qui vous explique comment penser et comment le monde doit évoluer. Voilà. C'est un intellectuel avec une sphère d'influence extrêmement large et très très reconnue dans le milieu des gens qui ont des sphères d'influence. Son compère, c'est un Français, Thierry Malret. Thierry Malret, donc lui, il n'a pas de Wikipédia. Hein. Si vous cherchez un peu, vous trouverez pas grand-chose. Hein. Il y a du Babelio, donc on va lire son Babelio. C'est un mec qui a écrit des livres. Il est l'auteur du Monthly Barometer. C'est une lettre d'analyse, hein, de prospective qui est distribuée dans le monde entier. Il a déjà publié plusieurs ouvrages, des thrillers notamment. Voilà, il a un doctorat en sciences économiques. Hein, il a travaillé comme chargé de mission dans le bureau du Premier ministre de 88 à 90, avant de passer dans des think tanks américains et à l'université d'Oxford. Donc lui, voilà, c'est un peu moins, il est un peu moins, on va dire, costaud que Klaus Schwab, mais c'est quand même quelqu'un qui rigole pas, un docteur en économie. Donc c'est un mec, voilà, qui est tout sauf un idiot. Il est membre important maintenant du World Economic Forum. Et il a donc, il est le co-auteur de ce Great Reset en anglais, dont nous allons parler dans les minutes qui viennent. Le Great Reset, c'est quoi ? Le point de départ de l'analyse, c'est de dire, et là je cite, « La crise, jamais vue dans l'histoire, impacte tout le monde et met en évidence beaucoup de problèmes, hein, en particulier celui de manque de gouvernance globale. Nous ne reviendrons jamais comme avant. Le monde d'avant est dissous. C'est un nouveau normal qui émerge en même temps que nous laissons l'ancien monde derrière nous. Chercher des comparaisons historiques, type crise de 2008, SARS H1N1, tout ça, ne sert à rien. Il n'y a aucune comparaison possible. La Seconde Guerre mondiale, hein, à la limite, par sa capacité et son impact à changer les mentalités, serait comparable. Pour les auteurs, on est à un carrefour. C'est comme ça qu'ils le présentent. Pour eux, la pandémie est une fenêtre de changement, hein, pour rendre le monde plus inclusif, plus propre, moins destructeur, plus équitable et plus juste. Et ça, c'est ça l'objectif. Hein. C'est tout ça en même temps. La crise, elle a montré en quoi nos sociétés fonctionnent, hein, et ce en quoi aussi elles ne fonctionnent pas. Et alors le verdict, il est clair pour les auteurs. Nous devons changer. Nous le devons. L'essence de ce Great Reset, hein, de cette grande réinitialisation, hein, pour le dire en français, c'est de remplacer les idées, les institutions et les procédures et les règles qui ont failli. Ainsi, un des prérequis, c'est une meilleure collaboration et coordination entre, mais aussi à l'intérieur des pays. Hein, c'est à double niveau. Donc là, c'est complexe quand même. Hein, et ça part aussi d'un on va dire, cette idée de fenêtre, elle part aussi d'un constat historique. Hein, c'est que l'histoire des pandémies montre comment elles ont utilisé toujours les routes du commerce, hein, pour se diffuser, et comment toujours les intérêts de santé publique et d'économie sont divergents. Donc, elles ont toujours été quelque part des grandes réinitialisatrices, quoi, des great resetters des sociétés. Hein, et donc évidemment, les auteurs vous posent une question toute bête, mais pourquoi ça serait différent avec le Covid-19 ? Selon le World Economic Forum, faut bien comprendre que l'économie d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec celle des siècles passés.
Là, je rebondis sur le petit point historique qu'on vient de faire. Le monde d'aujourd'hui, il est interconnecté. L'économie, elle est interconnectée aussi d'ailleurs. On a 1 milliard de gens qui traversent une frontière chaque année. On a le poids des villes qui a grandi, le mode de consommation qui a changé. Bref, l'économie, elle est méconnaissable à ce qui se pouvait se faire, ce qu'on pouvait connaître, même moi, dans ma jeunesse. Ça n'a plus rien à voir. Donc pour le World Economic Forum, pour les auteurs de ce livre, le 21e siècle, le siècle qui vient de s'ouvrir, on va dire, parce qu'on est en 2020, donc on est encore au début quand même, malgré tout, il peut se définir par 3 caractéristiques majeures, qui représentent bien cette nouvelle économie dont je viens de parler. Alors la première caractéristique, c'est l'interdépendance. Ça c'est fondamental. La globalisation et le progrès technique sont les sources de l'interdépendance. Le fait qu'on n'ait plus de trop de frontières et que tout soit connecté. Voilà. Donc ce qui veut dire que pour eux, dans leur tête, de base déjà, le silo thinking, ça veut dire en gros le cloisonnement intellectuel d'un événement important. Voilà, cette façon de penser en silo, quoi. Je sais pas trop comment expliquer plus. Par exemple, qu'un événement économique, n'impacte que l'économie, c'est plus tenable. Donc l'interdépendance, c'est une notion qu'il faut garder bien en tête. La deuxième caractéristique qui est majeure, c'est la rapidité. Et cette rapidité, en fait, elle est connexe à la rareté du temps que nous avons. Aujourd'hui, en fait, comme on est tout connecté, tout se fait très très vite. Et on est de plus en plus sous pression également. Donc on est un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler la dictature de l'urgence. C'est comme ça qu'ils appellent ça. On est un peu obsédé, nous, par cette rapidité. On veut tout de suite et maintenant. Et ça, c'est une complexité. Enfin, c'est pas une complexité, mais ça, c'est une caractéristique, qui est une donnée qui est compliquée à gérer pour les gouvernements. Parce que les gouvernements, ils ont de plus en plus de data, notamment à cause de l'interdépendance. Mais en même temps, ils ont de moins en moins de temps pour l'analyser et prendre des décisions. Donc, il y a un décalage, je dirais, entre les attentes des gens et les gouvernements. Ce qui fait que, par exemple, on trouve toujours que c'est trop lent, les choix des gouvernements, que la mise en application c'est trop lent, tout ça, et on comprend pas pourquoi ils sont aussi nuls. Enfin, la dernière caractéristique de ce monde moderne, je pourrais dire, c'est la complexité. C'est que c'est toujours plus complexe. Plus on avance, plus les choses sont complexes, et c'est vrai que c'est de plus en plus complexe, puisque c'est de plus en plus rapide, avec de plus en plus d'interconnexions, d'interdépendance, donc beaucoup plus de données, beaucoup plus à gérer rapidement, donc oui, c'est beaucoup plus complexe à faire. Donc on est d'accord que la complexité, pour les auteurs en tout cas, elle est mesurée, donc pas composée, mais mesurée, de 3 façons. La somme d'informations, et ou le nombre d'éléments d'un système, donc le nombre de composantes d'un système. L'interconnectivité, c'est-à-dire la réponse réciproque entre les éléments d'un système, et la non-linéarité des effets. Type, là c'est un bon exemple qu'on peut trouver, c'est genre un effet papillon. C'est-à-dire qu'un petit truc quelque part, je vous jette un petit grain de sable là, en fait ça va vous faire dérailler toute la machine, quoi. Et donc ça c'est la troisième caractéristique, complexité. Donc interdépendance, rapidité, complexité. Et en fait tout cela, ça a été mis on va dire vraiment en lumière, ça a été illustré par la pandémie, qui a montré que ce monde-là, avec ces 3 caractéristiques, c'était un monde quantique, basé sur le modèle de la physique quantique. C'est-à-dire que la physique quantique, c'est pas comme la physique newtonienne, qui est linéaire, prévisible, limite voire déterministe, type la gravité, c'est-à-dire je vous jette une pièce par terre, je sais qu'elle va tomber par terre. On peut faire l'expérience des milliards et des milliards et des milliards de fois, j'aurai toujours le même résultat. Là, on est plutôt dans un monde, le monde quantique, c'est plutôt la physique quantique, c'est interconnecté et incertaine, c'est changeant selon le point de vue et hyper complexe. Voilà. Alors que la physique newtonienne, c'est moins complexe. Interdépendance, rapidité, complexité, c'est ce qui montre bien et qui caractérise le monde aujourd'hui. Avec en préambule ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire ce monde interconnecté, interdépendant, ultra rapide, ultra complexe, avec cette définition du Great Reset, là, cette fenêtre, il y a un constat qui en sort. Alors le constat, il a différentes composantes. La première composante, c'est que la pandémie va avoir des effets à long terme. Et ça, c'est parce que essentiellement, on est face à la plus grande crise économique depuis 1945.
Donc dans le livre, il cite l'OCDE, qui estime entre moins 20 et moins 30% de l'économie du G7 l'impact du confinement, ce qui va conduire mécaniquement, évidemment, à une hausse de 30% de la dette versus PIB dans les pays riches. Donc, quand même, c'est gros accélérateur, un gros chamboulement. Donc, c'est ce que j'allais dire juste après. Le Covid est un accélérateur et révélateur d'inégalités. Par exemple, à travers la pandémie, on a pu voir que les pauvres, ils étaient plus touchés quand il y avait une crise. Et aussi que, là, on prend l'exemple du confinement, mais que pendant le confinement, c'est, on va dire, les gens qui étaient moins bien payés, comme les infirmières, en priorité, par exemple, les soignants, quoi, qui sont pourtant ceux dont la société a le plus besoin pour survivre. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est rendu compte que le Covid, c'est un accélérateur et un révélateur d'inégalités. Une des autres composantes de ce constat, c'est le manque de gouvernance globale. Donc la gouvernance globale, c'est l'addition de toutes les institutions politiques, les normes, les procédures et les initiatives qui visent à un État-nation d'adresser des problèmes transnationaux. Et là, effectivement, on peut se rendre compte que pendant la pandémie, on a bien vu qu'il y avait eu des réponses nationales, mais que ça n'englobait pas la totalité des problématiques. Et c'est pourquoi, premièrement, la coopération internationale est une composante essentielle de la gouvernance globale. Et c'est aussi pourquoi trouver le bon fonctionnement de cette gouvernance, c'est un problème critique. Ça, c'est un des constats qui est très fort aussi, c'est vers quelle gouvernance globale il faut aller. Il y a un autre constat qui est fait, c'est que même si on est encore un peu tôt pour savoir comment la pandémie va affecter les sociétés, on peut d'ores et déjà dire qu'elle va amener une forte redistribution de la richesse. Donc des riches vers les pauvres, ça c'est sûr, quelque part, et du capital vers le travail. J'ai envie de dire, ça aussi, c'est sûr, quelque part. Et de ce constat-là sort un sous-constat, dont on va reparler un peu après, c'est que la pandémie, en fait, elle a sonné la mort du néolibéralisme. Parce que ce néolibéralisme, il était porté conceptuellement par des idées en opposition avec celles qui seraient aujourd'hui, on va dire, les portées par le Great Reset. Donc le néolibéralisme, lui, il portait la concurrence contre la solidarité, la destruction créatrice contre l'intervention gouvernementale, et enfin la croissance contre le bien-être social. Et ça, pour eux, pour les auteurs, le Great Reset, il a renversé ces idées. Un autre constat, c'est que d'une manière ou d'une autre, donc ils précisent pas, dans le texte ils en parlent beaucoup, mais ils précisent pas ni comment c'est, ni comment, enfin voilà, ils savent pas trop. Ils disent la distanciation sociale va se maintenir après l'épidémie. Et ça, c'est comme ça, c'est-à-dire que ça va se maintenir après l'épidémie. On sait pas trop pourquoi, mais c'est sûr. Et ce maintien de la distanciation sociale, ça va pousser les entreprises à automatiser leurs activités un peu plus. Ils prennent les exemples, par exemple, dans les magasins. Là, on avait déjà des caisses fast machin, là, où tu fais juste ta caisse toi-même, ce genre de truc. Ça va se développer de beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, le côté accélérateur du Covid dont on a parlé précédemment, qui est vraiment une idée qui revient très très fort, qui est distillée dans tout le livre, il peut s'appliquer à plein là-dessus, par exemple. On a aussi vu que pendant le confinement, on était tous très dépendants d'Internet, pour le travail, pour l'école, pour les relations sociales, tout ça. Donc le premier constat, c'est que c'est logique que ce soit tous les acteurs d'Internet qui vont bénéficier de la pandémie. Donc là, on a beaucoup entendu parler d'Amazon, mais il n'y a pas que. Il y a eu Zoom, là, qui a explosé sa valorisation boursière, par exemple. Et voilà, donc très dépendant d'Internet. Et enfin, il y a un autre constat, lui, qui est un peu plus inquiétant, c'est que tous les psychologues, et je suis bien placé pour le savoir, tous les psychologues sont unanimes sur le fait que la pandémie a eu un effet dévastateur sur la santé mentale. Et là, je vous parle pas des effets continuels avec le port du masque partout, tout le temps, pour les enfants, notamment en bas âge. Pour commencer, faut bien se rappeler qu'au début de la pandémie, quand on était tous cloîtrés chez nous pendant le confinement, en fait, ils parlaient que de ça, les médias, et c'était en boucle. Et donc, ça nous a mis dans une espèce d'obsession. Et en plus, que avec des images négatives, quoi. Des mecs morts, des autres en scaphandre, on aurait dit l'armée des 12 singes pour aller chercher un mec qui a le Covid, machin. Donc tout ça, ça a attaqué notre santé mentale.
Si en plus tu rajoutes l'isolation sociale, l'isolation physique à cause du confinement, la perte d'avoir travaillé de ton travail, tout le stress, de l'anxiété qui était dû à la situation où tout le monde sait bien que quand tu arrêtes de bosser pendant 2 mois, tu vas pas t'en sortir comme si c'était normal. Hein. On parle pas des violences domestiques, mais il y en a eu évidemment. Voilà. Et même post-confinement, puisque avec le déconfinement, la pression qu'on nous a mis sur le stress de l'infection en espace public, le port du masque, je disais par exemple, là il y a un vivier psychologique très important, et dans le livre ils expliquent même que il est bien possible qu'il y ait des gens qui n'auraient pas été du public pour avoir des maladies ou des troubles mentaux qui vont avec cette situation sortir. Alors de ce constat ressort 3 grandes idées, 3 grandes tendances, j'ai envie de dire, qui sont elles aussi distillées dans tout le livre, et qui existaient précédemment à cette pandémie, mais comme je le disais, la pandémie elle a un caractère révélateur et d'accélérateur. Et donc on a 3 grandes tendances qui sont vraiment évoquées, vraiment développées dans le livre. Donc moi je vais pas vous les présenter comme ça derrière, je vais vous présenter en fait les conséquences, mais vous les retrouverez, vous verrez, vous les retrouverez au fur et à mesure de la discussion, du déploiement et du développement des idées qui sont dans le livre. Vous verrez que il y a ces 3 grandes tendances. Donc la première tendance, c'est d'ailleurs elles sont pas classées par ordre d'importance, c'est simplement je les ai classées comme ça. La première tendance, c'est la recherche de résistance. Donc l'idée, pour l'expliquer globalement, c'est que la pandémie, elle a montré en vérité que tout le monde dans lequel on vivait, il était finalement pas si solide que ça. Et que il y a plein de choses qu'on avait fait pour optimiser. Donc dans le livre, il parle en particulier de toutes les supply chains, toutes les chaînes logistiques, mais on pourra en trouver d'autres. Ça peut être par exemple dans les stades, finalement on est hyper vulnérable à une contamination dans un stade ou dans une salle de spectacle, que sais-je. Ça c'est l'idée qui est développée dans le livre. Et donc par rapport à ça, il va y avoir une tendance de fond suite à cette pandémie de recherche de résistance. Et ça fait partie du Great Reset, parce que le Great Reset, en fait, c'est pas seulement on appuie sur un bouton et on change les choses, c'est aussi une nouvelle orientation générale qui est portée. Donc ça en fait partie. La deuxième tendance, qui est vraiment bien développée, c'est la robotisation. Et ça, elle est connexe à plein de choses. Donc on va en parler après, à la restructuration du marché et des attentes des consommateurs. Elle est connexe également, on va dire, aux nouvelles normes sociales qui vont être qui sont mises en place aujourd'hui et qui vont durer. Donc ça, on nous explique pas pourquoi dans le livre, on nous dit pas pourquoi ça va durer, mais ça va durer. Bon, ok. Et donc pour répondre à cette chose-là, on va robotiser de plus en plus, avec énormément de conséquences dont on va parler juste après, sur évidemment le marché de l'emploi en priorité. Et enfin, la dernière tendance qui découle des autres également, parce qu'elles sont toutes interconnectées, comme vous l'avez bien compris, interdépendantes, j'ai envie de dire plutôt, comme vous l'avez bien compris. Mais la recherche de résistance te pousse à la robotisation, qui elle-même va te pousser à la digitalisation. Et en fait, comme Internet, ça a été la seule chose qui a résisté à cette pandémie, à cette crise mondiale. Il y a les habitudes de consommation qui ont changé, mais en fait tous ceux qui étaient dedans, ils vont en gagner, et puis tous ceux qui étaient à moitié dedans, ils vont renforcer cette tendance. Ça existait déjà avant, de toute façon on le sait, simplement là ça accélère avec le Covid. Et tous ceux qui sont dehors, ils ont intérêt, pour les auteurs, et il leur dit, vous avez intérêt à vous grouiller de rentrer, parce que sinon vous allez y laisser votre peau, les amis. Et c'est dit comme ça, clairement. Donc ça, c'est les tendances, les idées tendances du bouquin, et on va voir maintenant les conséquences de ce que ça a pu entraîner, cette crise. Évidemment, parmi les conséquences de cette crise, et qui suivent le constat et les tendances dont on a pu parler à l'instant précédemment, on a la destruction d'emplois. Donc les auteurs, ils sont très clairs. La première phrase que j'ai notée pour illustrer leurs idées, c'est très clair. Globalement,
le business as usual est mort du Covid. Hein. Donc là, en gros, c'est-à-dire que ce que vous avez connu avant, c'est fini. Pour les entreprises qui survivront au confinement, à la distanciation sociale et à la crise économique qui arrive, et qui est déjà là même, on peut le dire, la clé pour elles sera de trouver l'équilibre entre ce qui marchait avant et ce qui doit être proposé aujourd'hui dans le nouveau normal. Voilà. Donc évidemment, la taille, elle aura aussi son rôle à jouer. Donc on sait très bien que ça va être plus dur pour les petites boîtes que pour les grandes. Mais l'idée principale, c'est il y a un nouveau normal et le business as usual est mort du Covid. Pendant le confinement, les États, en fait, ils ont eu une réaction qui est logique, qui est un retour à l'autarcie, ce qui est quand même semble normal en période de crise, et qui a frappé en particulier les services, résultats. Et ça, c'est un problème parce que dans les pays développés, les grands pays, ça représente des fois jusqu'à 75% des emplois de l'économie. Je crois que c'est même plus, ils le disent dans le livre, j'ai pas noté la stat, mais c'est peut-être 80% aux États-Unis. Enfin, c'est assez colossal. Et en plus, c'est souvent les services, c'est plutôt des choses qui sont préservées d'habitude, des variations économiques, quoi. C'est-à-dire, les mecs qui vont au stade, ils continuent d'y aller. Les mecs qui vont au resto, bon, c'est plus dur, mais ils continuent d'aller bouffer ou boire des coups, quoi. En gros. Et donc ces services, ces industries de services, pardon, ces business de services, pour eux c'est double peine déjà parce que en plus qu'ils sont loupés pendant le confinement, ils vont pas pouvoir les rattraper. Contrairement à l'industrie par exemple qui peut, on va dire, quand tes produits sont pas périssables, t'as loupé des ventes, mais bon, tu peux les revendre derrière. Alors que quand il y a un jour de chiffre d'affaires qui est pas fait dans un bar, le jour de chiffre d'affaires il est pas fait dans le bar. Et puis ça s'arrête là. Donc pour les auteurs, toutes les industries où la vente se fait en personne avec un lien social, donc là je vous laisse faire le compte, mais ça va du bar au cinoche, en passant par, je sais pas moi, n'importe quel petit magasin, enfin voilà, c'est très très large. L'ère post-pandémie, ça va être très dur. Très très dur. Et ça va être bien plus dur pour elle que pour toutes les industries où le business se fait à distance. Pour les auteurs, pour des mois, voire des années, tout ce qui concerne divertissement, événementiel ou le tourisme, il va fonctionner en capacité réduite. Alors là, il parle évidemment de la distanciation sociale, mais aussi tout simplement de la peur des gens. Les gens, ils auront peur à retourner dans les lieux où, soi-disant, on peut s'infecter fortement. Donc là, c'est double peine encore, parce que non seulement c'est eux qui ont pris le plus cher pendant le confinement, mais c'est eux qui vont s'en remettre le moins vite. Au-delà de ça, ils vont avoir 3 autres défis à gérer, c'est-à-dire moins de clients, donc ça on vient d'en parler, moins de dépenses à cause de la crise de confiance générale, voilà, et puis plus de coûts aussi, parce qu'à cause des restrictions sanitaires. Donc vraiment pour ces boîtes-là, le tourisme événementiel, hôtellerie, distribution, un retour à un environnement pré-pandémie, c'est inimaginable rapidement, ça c'est les textes, et là carrément, ils disent l'auteur carrément, voire totalement à exclure. Donc ça veut dire peut-être c'est fini. Du moins, quasiment. Rapidement, concernant les autres pans de l'économie. Donc, en ce qui concerne l'industrie agroalimentaire, tout ça, pour les auteurs, il faut s'ajuster et capitaliser sur les nouvelles tendances. Le digital, c'est-à-dire faire de la vente en ligne. Tout ce qui concerne le sport, le bien-être, ça va être mis en avant parce que les gens ils vont chercher après cette forte crise à améliorer leur bien-être et leur système immunitaire. En plus, ça risque d'être soutenu par le gouvernement, donc on verra si c'est vrai. Ils ont tendance à être un peu prophétiques, nos amis. Alors là, par contre, encore une fois, cependant, à cause de la distanciation sociale, c'est l'e-sport qui va se développer le plus. L'e-sport. Bon, ok. Mais quoi qu'il en soit, le besoin de se sentir bien physiquement et mentalement va augmenter aussi après la crise. Pour la banque, pour le système bancaire, là, par contre, c'est chaud parce que évidemment, il va falloir se préparer de passer de l'insolvabilité des particuliers, c'est-à-dire vous et moi. Comme il y en a plein qui vont perdre leur taf, il va y avoir un paquet de crédits non remboursés d'une, et de deux, il y a plein d'entreprises qui vont faire faillite. Donc celles-ci aussi, tac, elles vont tomber. Donc là, ça va tester fortement la résistance des banques. Donc là, dans les années qui viennent, prenez pas des plans épargne de vie ou je sais pas quoi. Là, c'est pas forcément le bon plan. En ce qui concerne l'automobile, qui est quand même le cœur industriel principal, donc elle prend aussi double coup parce que donc il y a une remise en cause des supply chains générales. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur la recherche de la résistance. On en reparlera après.
Et de l'autre côté, il y a une baisse à venir des ventes de véhicules neufs, hein, ce qui semble logique. Par contre, tout ce qui est le secteur de l'électricité, donc l'énergie au global, mais l'électricité vraiment, étant donné qu'en plus elle est au cœur de tout, donc c'est un secteur qui est très sécurisé, on va dire, au niveau de son activité. Et comme elle est au cœur aussi du digital, qui lui va avoir une tendance à monter fort, elle est bien placée pour participer au redressement économique. Hein. Par contre, évidemment, ce qui serait bien, c'est de faire des investissements pour de l'énergie verte, hein, parce que effectivement, nos amis du World Economic Forum sont écolos. De plus, on peut dire que il y a 2 catégories de personnes qui vont avoir des problèmes dans les années qui viennent au niveau du marché du travail. Les jeunes, évidemment, qui vont rentrer dans un marché du travail qui était déjà pas joli depuis que moi je travaille, donc là ça va encore s'empirer, comme d'hab. Et donc ça va tirer à la baisse les salaires, c'est à peu près ça qu'on peut comprendre. Et les travailleurs qu'on peut remplacer par des robots. Et ça c'est l'autre problème, c'est-à-dire que vraisemblablement la récession due à la pandémie, elle va favoriser l'augmentation de la robotisation du travail, hein, pour garder les coûts en bas et pour pouvoir aussi répondre à ce besoin de réduction de la supply chain. Ce qui fait que tous les jobs un peu qualifiés, ils vont être remplacés par des robots, quoi. Donc distanciation sociale, plus réponse à de nouvelles problématiques de recherche de résistance, hein, ça va provoquer des millions de pertes d'emplois, hein, cette robotisation. Évidemment, donc les emplois à faible revenu et routiniers seront les premiers impactés. Et les auteurs nous expliquent que le marché du travail va finir par se polariser entre des jobs très bien payés et puis un paquet de gens sans taf. Hein, donc voilà, une étude d'Oxford a conclu en 2016 que 86% des emplois de restauration, 60% des emplois de divertissement et 75% des emplois dans les magasins pouvaient être automatisés d'ici 2035. Ça, ce sont les secteurs les plus touchés de la crise, hein, ça faut le dire. Et il y a une autre statistique qu'il donne, c'est que il prévoit, donc avec toute cette crise économique, que en particulier la restauration, hein, 75% des restaurants indépendants ne survivent pas, hein, à la crise qu'on est en train de vivre et aux restrictions qu'on est en train de vivre. Cette destruction économique, elle a on va dire une conséquence internationale, même si c'est les États les plus riches qui sont concernés, mais évidemment ça va provoquer un appauvrissement général, hein, de la population. Donc vous l'avez bien compris, avec une destruction très importante de nombreux emplois dans les pays développés, avec les répercussions que ça peut avoir sur les pays dans ce qu'on appelle aujourd'hui les pays fragiles, hein. Donc en gros les pays d'Afrique, quoi, on va pas se mentir, un peu plus, mais une bonne partie en Afrique. On estime aujourd'hui à 2 milliards de personnes, hein, qui vivent dans les états fragiles, en particulier en Afrique. Je pense que l'autre partie qui est assez importante, il y en a un peu en Asie à mon avis, et je pense qu'il y en a beaucoup en Amérique latine aussi, où il y a des états qui sont considérés comme pays fragiles. Donc globalement, évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Les pays pauvres, ils vont souffrir directement de la crise, notamment ceux qui sont dépendants économiquement des pays riches. Par exemple, pour certains des pays pauvres, on parle de moins de 20% de rentrée d'argent pour ces pays-là. Donc par exemple, les pays qui sont fortement consommateurs d'argent frais venant du tourisme, là je pense par exemple à la Thaïlande, il n'y a pas que, mais on pourra en trouver d'autres. Effectivement, ces pays-là, je veux dire, si vous enlevez le tourisme en Thaïlande, il reste plus que le riz, quoi, grosso modo. Donc ça pèse pas lourd quand même, faut le dire, hein. La Malaisie, tous ces trucs-là. Bon, il y en a qui ont du pétrole et tout, mais je veux dire, voilà, quand vous avez même la France. Alors nous, la France, la différence, c'est que bon, déjà, on a d'autres choses, et puis on a aussi un tourisme local qui est très fort. Mais dans ces pays-là, c'est pas forcément le cas. Donc c'est un exemple que je donne. Donc évidemment, globalement, au niveau mondial, on va avoir une augmentation de la faim et du chômage, hein. Et dans les pays fragiles, on peut craindre que ça se traduise par de la violence et de l'instabilité politique. Par exemple, on considère, donc les auteurs là, ils nous disent, ils considèrent que, je sais plus sur quelle étude ils se basent là, parce qu'il y a beaucoup d'études là-dedans, que les gens souffrant de la faim pourraient doubler en 2020 à 265 millions de personnes dans le monde. Donc là, souffrant de la faim, c'est ça, 265 millions, ça commence à faire. Donc
Donc au niveau national, évidemment, qu'est-ce que ça va provoquer? Donc pour les pays qui avaient un développement démographique très très fort, hein, qui en bénéficiaient jusqu'à présent dans une économie qui tournait bien, et donc qui pouvaient s'appuyer sur l'extérieur pour faire rentrer de l'argent et tout ça, bah ça risque de tourner au cauchemar en fait, parce que vous avez une contraction de l'économie et votre population qui augmente, donc vous avez un effet ciseau, d'autant plus qu'il va être renforcé par la robotisation qui est en train d'arriver. Et que donc dans les pays fragiles, on va dire, bah eux ils vont sauter la case industrialisation classique pour passer direct à la case robotisation. Donc ça va les empêcher d'avoir un développement industriel. Même si, bon, c'est vrai que quand on considère l'Afrique noire comme développement industriel, bon, c'est vrai que ça laisse un peu ça à réfléchir. Mais il y en avait même s'il n'était pas très fort, je connais pas les chiffres en détail, mais ça devrait quand même, enfin, il y avait quand même quelque chose. Là, ça devrait être sapé totalement, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Et donc pour les pays riches, hein, c'est-à-dire nous, ça va se matérialiser par une vague massive de migration depuis les pays fragiles. Donc en gros, les États-Unis et l'Europe, on va être confronté à quelque chose type 2016 en peut-être x5, quoi, en gros. Voilà. Ça, le x5, c'est de moins, hein, mais c'est au moins ça, je pense. Les auteurs nous parlent aussi de manière très importante, hein, c'est tout au long du livre, d'une conséquence qui, à mon sens, est peut-être la plus importante, mais peut-être aussi la plus contestable sur le plan, je dirais, de l'idée, qui serait la fin du néolibéralisme et évidemment de la mondialisation qui en découle, c'est-à-dire de la mondialisation que l'on connaît, que l'on a connue jusqu'à aujourd'hui. Le point de départ de cette analyse, ce serait que dans les dernières années, le contrat social s'est délité et a évolué vers plus d'individualisme et de responsabilité sur nos vies et notre économie personnelle, au détriment, je dirais, de ce qu'est le bien commun. Alors évidemment, on peut se poser qu'est-ce que c'est le bien commun, il y a plein de choses à dire, mais le problème des inégalités et de la mauvaise distribution des richesses a provoqué un sentiment d'exclusion, hein, qui a finalement amené la population au niveau global, donc là il parle au niveau global, à une perte de foi dans le contrat social. Le contrat social, donc, pour les auteurs, la perte de foi dans le contrat social, pardon, pour les auteurs, est ce qui a amené la révolte sociale, un type gilet jaune, donc là il la nomme, et ce qui a aussi amené à porter au pouvoir des extrémistes. Donc là on va faire une petite parenthèse rapide, mais que les extrémistes, pour nos amis les auteurs, c'est tous les nationalistes, hein, en gros, tous les gens qui voient pas la mondialisation néolibérale d'un bon œil, et donc les auteurs pensent qu'en fait il y a plus d'adhésion populaire, hein, pour le dire, on va dire pour le vulgariser, à cette mondialisation néolibérale, et que des différences se voient trop aujourd'hui. Et donc si dissoudre la mondialisation c'est impossible, hein, ça c'est clair que pour eux c'est impossible, l'arrêter, voire même la faire machine arrière, ça par contre c'est possible, hein, pour essayer entre guillemets de démondialiser, hein. Et pour les auteurs, en fait, la pandémie, elle va avoir cet effet-là. Et un des signes qui le montre, c'est le retour des contrôles aux frontières, hein, qui est cohérent pour lutter contre la pandémie. C'est un signe qu'effectivement, il y a de plus en plus... il y a une espèce de démondialisation, hein, qui serait en cours. Donc cette démondialisation, évidemment, elle va plutôt être centralisée sur l'Ouest, entre guillemets, hein, si on regarde la carte du monde, c'est-à-dire sur l'Occident. Les auteurs soulignent que l'élection de Trump en 2016 et le Brexit en sont des signes concrets. C'est vrai qu'en Europe, on n'a pas eu que ça. On a eu également Salvini en Italie. Il y a Le Pen qui a passé la barre du premier tour, et qui est encore bien positionné aujourd'hui. Donc il y a des signes forts, hein, qui soufflent. Et alors effectivement, on va dire ce ressentiment, hein, envers la mondialisation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans le monde occidental, qui est représenté par le courant politique nationaliste, hein, on pourrait dire, il va se nourrir de la crise et de la pandémie pour croître. Alors en plus c'est pris en tenaille parce que politiquement à droite
on va avoir des gens qui vont s'appuyer sur le protectionnisme, hein, et donc c'est en lien avec la réduction de la supply chain dont je parlais tout à l'heure, la recherche de résistance, ils vont s'appuyer sur les lois protectionnistes à droite, sur aussi tout ce qui est sécuritaire par rapport à la sécurité sanitaire par exemple, hein, pour nourrir ce discours anti-mondialisation, hein, évidemment. Et à gauche, c'est les écolos qui font déjà le boulot depuis un moment, hein, même si eux sont sans frontiéristes et tout, mais voilà, consommer moins, ça veut dire aussi moins prendre l'avion, et il y a tout ce truc-là qui est derrière. Donc les auteurs, ce qu'ils voient, eux, c'est que ce retrait de la mondialisation, il est inévitable aujourd'hui. Ça, c'est quand même on va dire un constat majeur, une conséquence majeure, hein, de la crise, c'est que voilà, le Covid, ça a accéléré ce mouvement-là qui était aussi de fond, mais que là, il est multiplié par 100, comme tout ce qui a touché le Covid. Et donc défendre l'ancien modèle, hein, c'est-à-dire cette mondialisation néolibérale quasi sauvage, parce que franchement, c'est devenu ça, c'est plus tenable politiquement aujourd'hui. Donc en fait, pour détourner ce truc-là, les auteurs, ce qu'ils proposent, c'est de la rendre plus inclusive, plus sociale, et pour eux, c'est le seul moyen de gérer le retrait, cette mondialisation, correctement. Donc comment ça se concrétise en réalité ? Ça se concrétise par quelque chose qui était aussi déjà en route, mais c'est une espèce de régionalisation. Donc là, quand ils vous disent régionalisation, c'est des gros blocs, UE, Asie, Amérique, hein, c'est ceux qui amènent, qui va remplacer cette mondialisation. Là, on peut dire effectivement que c'était déjà en route, hein, ça, il n'y a pas de secret. Mais bon. Pour le commerce, la pandémie, elle a aussi mis en lumière tout le problème d'avoir toute la production au même endroit, hein. Donc là, la Chine, hein, en gros, mais pas que, mais là, en gros, la Chine. Ce qui fait que ça va, appuyer la recherche de résistance et la réduction des chaînes, des supply chains, des chaînes de logistique, de distribution et d'approvisionnement. Quant aux flux financiers, eux aussi vont être réduits. Ils vont aussi être sûrement plus limités et contrôlés, hein, qu'aujourd'hui. Ça, c'est une prédiction qu'ils donnent. Et donc, dans ce contexte-là, cette régionalisation et cette réduction de l'internationalisation du commerce et ce renforcement du contrôle et la limitation des flux financiers, ça a créé un besoin de renforcer les institutions de gouvernance globale, parce que c'est le seul moyen de faire concrètement ce retrait de la mondialisation sans que le monde devienne totalement ingérable et très dangereux. Hein. Donc très dangereux, on ne sait pas pour qui, pour eux sûrement, mais parce que pour nous il l'est déjà, pour les petites gens, mais voilà. Donc cette crise et cette réduction du commerce international par cette régionalisation et ce changement de la mondialisation, donc c'est ce que je disais, ça remet en cause le modèle des supply chains hyper tendus. Donc faut bien comprendre que pour, par exemple, un constructeur automobile, pendant très longtemps, comme c'était la guerre au profit, à la réduction des coûts, ça a été la guerre, on a tout foutu en Chine, en gros, ou dans les pays de l'Est, hein, pour faire simple. Et donc ça a créé des chaînes de logistique, optimiser les stocks, optimiser les temps de livraison, optimiser la production, machin. Tout ça, ça a créé des chaînes d'approvisionnement hyper tendues, difficiles à gérer, complexes à piloter, et parfois où on dépend d'un seul fournisseur. Et suite à cette crise de la pandémie, on a bien vu que effectivement c'était des chaînes qui étaient extrêmement fragiles par rapport à ce type de risque. Et donc maintenant, le coût, hein, ce qu'on appelait, on va dire avant le profit, la rentabilité, ne sera plus le seul indicateur. Et sur le modèle, le just-in-time, hein, qui était le système Kanban, là, si ma mémoire est bonne en économie, c'est-à-dire d'avoir juste ce qu'il faut au bon moment, cette vision d'optimisation de la production, va être remplacé par un autre modèle qui s'intitule plutôt le just-in-case, c'est-à-dire on va doubler, tripler, on va rechercher de la résistance, on va doubler, tripler les sources d'approvisionnement, les flux logistiques, pour essayer d'être sûr qu'en cas de problème, on puisse continuer de travailler. Hein. Et donc en pratique, c'est ce que je disais, c'est la fin du modèle de la mondialisation qu'on a connu, on va dire, de 80 à des années 80, en tout cas en France, on va dire le tournant libéral en 83, les années 80, toute la délocalisation qui a eu lieu dans les années 90-2000, et voilà, toute cette production internationale fragmentée, extrêmement efficiente, extrêmement aiguisée, mais tellement complexe qu'également très vulnérable en cas de problèmes mondiaux. La pandémie en fait a montré ses limites à ce modèle-là, à cette production-là.
Et ça induit une autre chose qui est connexe avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'appauvrissement général. Ça veut dire que la chaîne de valeur globale, qui représente 3/4 du commerce mondial, donc c'est-à-dire toute la logistique, tous les appros comme ça qui représentent 3/4 du commerce mondial, ça va inévitablement décroître. Puisque le libre-échange garanti par l'OMC, par exemple, il ne tient plus devant une pandémie. Donc, cette contraction-là, elle va aussi impacter ce qu'on disait tout à l'heure sur les pays pauvres et voilà, tous les gens qui sont le long de la chaîne. Donc, pour les entreprises, en vrai, rapprocher et raccourcir la supply chain, ça va devenir quelque chose d'essentiel. Et la recherche de résistance, la résilience, ça va devenir une valeur première, même peut-être devant la rentabilité. Et donc mécaniquement, évidemment, ça va faire monter les prix, ce qui n'est pas bon pour le consommateur moyen. Voilà, donc parmi les secteurs auxquels on peut penser comme ça de prime abord qui vont être touchés, il y a évidemment l'automobile, enfin toute l'industrie en général, et puis l'électronique, bien sûr. Et ça, c'est aussi connecté avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cette optique-là de compression et de rapatriement des unités de production, il va y avoir, même si la rentabilité sera plus la valeur première, elle va rester quand même une valeur importante. Et donc, on aura forcément, une demande de robotisation qui, lui, va grandir pour pouvoir justement tenir les coûts au plus bas. Et donc là, le consommateur moyen, la personne moyenne, elle va être pris entre deux, quoi. C'est-à-dire que elle va voir revenir les usines, mais ça sera que des robots dedans. Et donc elle va perdre son job, et au final, ce à quoi elle va se confronter par la suite, c'est la concurrence des robots sur les emplois peu qualifiés, par exemple, comme on peut le voir sur l'industrie automobile ou ce genre d'industrie. Dans cette régionalisation, il y a aussi une autre chose qui va surgir de cette situation, c'est la fonte de la place de l'État dans la société. Pendant longtemps, on a cru qu'évidemment, c'était néolibéral, donc le marché, il aurait réponse à tout et que le prix s'ajusterait tout seul, même si on sait qu'en vérité, c'est le gros qui mange le petit dans ces cas-là. C'était le discours qu'on nous tenait. Et là, maintenant, on a bien vu que ça pose un problème et qu'il faut que le gouvernement remette la main un petit peu sur l'économie, sur le contrôle des entreprises. Et donc, ça va sûrement aboutir à plus de règles et de normes gouvernementales sur les entreprises, plus de contrôle. Et par exemple, si on sait que la crise, là, maintenant, à court terme, elle va creuser les inégalités, les auteurs se disent que peut-être à long terme, elle va peut-être pouvoir les réduire un peu. Par exemple, là, ils prennent un exemple très concret qui est vrai, c'est qu'on va peut-être les gouvernements vont être forcés de remettre de l'argent dans le système hospitalier, par exemple, notamment en France, où le nombre de lits de réanimation était dramatiquement bas, et c'est ce qui les a mis en dedans, clairement. Donc voilà, pour cette partie. Et enfin, la dernière partie, il y a aussi une partie, philosophique par rapport à cette ce néolibéralisme, c'est que maintenant, on va se poser la question de la croissance. Avant, la croissance, il fallait qu'elle soit élevée. Dans une économie qui se contracte, qui se réduit et pour laquelle la population n'a plus les mêmes attentes de pure consommation, mais de recherche du bien-être, la vraie question, c'est la qualité de la croissance qu'on va proposer par rapport à son rythme. Si avant, on focalisait sur un taux de croissance élevé, là, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est plus ça qui compte dans les pays riches, en tout cas, je parle, c'est plus ça qui compte. Nous, ce qui compte pour nous, c'est avoir accès aux soins, manger sainement. Voilà, c'est plus orienté sur le bien-être, puisqu'on est déjà gavé de tout. Donc ça implique une première question qui est un recadrage du calcul du PIB, et pour laquelle il faudra inclure la valeur créée par l'économie digitale, le travail non rémunéré, c'est-à-dire par exemple le travail que fait une femme à la maison qui garde ses enfants, comment on arrive à le valoriser en réalité, parce qu'aujourd'hui c'est totalement exclu du scope, mais également de le pondérer avec les valeurs détruites par d'autres activités économiques. Par exemple, un truc tout simple, même pas d'autres activités, mais par exemple, on sait aujourd'hui que la délinquance, ça fait tourner l'économie, donc ce qui est incohérent en termes de bien-être. Donc là, il y a une réflexion de fond qui est bonne, c'est clair. Et les auteurs soulignent bien, c'est pas seulement le montant du PIB qui compte, mais sa répartition.
Et donc tout ce qui en gros devient du PIB par habitant, par tête, quoi, ça ne sert plus à rien. Enfin, la résistance, donc encore une fois la recherche, c'est-à-dire les infrastructures, les institutions, la réserve de capital, ça doit être compris dans ce nouvel indicateur qui est à sortir. Donc faudra bien comment dire, accepter l'idée qu'on risque de nous sortir un nouvel indicateur d'ici peu de temps. Voilà, ça se trouve, il y a déjà quelque chose qui existe dehors, je suis pas allé vérifier sur le net, et on aura sûrement quelque chose dans ce sens-là qui va venir remplacer le calcul pur du PIB, qui va pas disparaître, mais qui sera supplanté par un nouvel indicateur. On passe aux commentaires, où on aurait pu dire encore beaucoup de choses, hein. Il y a énormément, c'est un livre qui est très riche, hein, donc ce livre qui est défini par les auteurs eux-mêmes comme un mélange d'essais et de livres académiques, et il est vraiment plein d'informations. Donc j'aurais pu encore faire je sais pas combien d'heures de vidéos dessus, parce que j'ai coupé certains thèmes qui sont tout aussi intéressants et tout aussi présents dans le livre, mais qui sont moins marquants que ce que j'ai pu aborder là. Le premier commentaire, ça serait de dire que ce livre, pour moi, donc je rappelle, il a été écrit en juin 2020, il avait clairement une vocation à être un storytelling, hein, comme on dit en anglais, une histoire à raconter pour les gouvernants. Alors là, vous allez me dire, c'est complotiste. Alors effectivement, c'est complotiste, mais on a de quoi illustrer, hein, cette position, hein, ce ressenti quand on lit le livre. Par exemple, donc on est en juin, et au début du livre, il nous explique que malgré les débats, on ne sait toujours pas le pourcentage de létalité de la maladie, hein, c'est-à-dire le nombre de cas de Covid détectés ou non sur le nombre de morts. Et sous-entendu, on ne connaît pas la dangerosité, hein, si vous voulez, du virus à ce moment-là. Et là, on est en juin. Et là, on est bien obligé de dire que c'est faux, hein. Je vous mettrai un article en lien, là. Pour ceux qui ne le liront pas, qui sont en mode podcast, c'est un article du Point, qui sont les 20 000 morts français du Covid. Et donc là, c'est publié le 21 avril 2020. Et en fait, ils expliquent clairement, hein, que c'est 75% des gens qui ont plus de 84 ans qui sont morts. Et de ces 2/3 de ces gens-là, 75% avaient 75 ans et plus, pardon. Donc c'est l'âge médian des décès si tu as 84 ans. Et que dans 2/3 des cas, il y a des comorbidités qui sont rapportées. Donc ça illustre le fait que pendant longtemps, même nos dirigeants, ils ont maintenu le doute sur la dangerosité du virus, alors qu'en fait que très très tôt, on est en avril, on savait déjà on savait très bien qui était le profil des gens qui allaient mourir, et on savait très bien qui était le profil des gens qui n'allaient pas mourir de ce virus, même qui n'allaient strictement rien avoir. Donc dans le livre, ils font semblant là-dessus. Ils font aussi semblant sur un autre sujet, c'est-à-dire qu'ils donnent des scénarios sur l'évolution à venir du virus, et en fait, quand on lit le livre, il nous dit il y a 3 scénarios possibles, c'est-à-dire un premier scénario, c'est après mars, la grande vague, il y a une série de petites vagues sur 2020 et puis ça s'écoule doucement sur 2021, voilà, c'est les monts et vallées, hein, ça dépendra des mesures sanitaires. Il y a un autre scénario qui est celui des petites résurgences mais qui ne nécessite pas spécialement de mesures sanitaires. Et puis enfin, il y a le 3e scénario qui est le scénario du pire, c'est-à-dire qu'après la grande vague de mars, on a encore une plus grande vague qui arrive fin 2020 avec plusieurs petites vagues sur 2021. Et ça demande beaucoup de demandes de mesures sanitaires pour empêcher les contaminations et surcharger le système hospitalier. Et là, force est de constater qu'en fait, effectivement, c'est pas des scénarios, mais c'est des propositions de gestion, de de la crise, des gouvernants vers le public qui est suggéré. Et là, on va illustrer, évidemment, parce qu'on veut pas être traité de complotiste, mais quand vous regardez le nombre... l'évolution de la courbe, donc là je vous mets la courbe de Google, courbe que vous pouvez retrouver en 2 secondes sur internet, hein, il suffit de taper Covid-19 entrée sur Google. Là je prends l'exemple du 10 novembre parce que c'était un exemple qui était le significatif, c'est le plus haut taux de mort. Bon en fait Santé France, eux ils déclarent 1220 morts le 10 novembre. Donc là on se dit 1220 morts, puis là quand vous voyez, là on est un peu plus loin, on était jusqu'au 30 novembre ou je sais pas quand, là quand j'ai fait la vidéo. Et vous voyez des pics, on se dit il y a une deuxième vague, sauf que quand on regarde le détail, et là je mettrai aussi en visio un sortiraparis.com, hein, donc je pense pas que ce soit un site très complotiste, on nous explique bien que ce bilan de 1220 morts, il est composé de 466 morts en 24 heures, donc ça c'est ceux qui sont morts à l'hôpital, et de 754 décès supplémentaires qui sont pris en EHPAD du mardi au vendredi,
Et dans ces 754 décès supplémentaires, il y en a 360 qui sont un rattrapage de la semaine 44. Alors là, la question, on se dit d'accord, donc en fait, à chaque fois qu'on a un pic en fait sur la courbe Google, bah en fait ça correspond à soit un mardi, soit un vendredi où il vous compile le nombre de morts de la veille plus le nombre de morts en EHPAD sur les 3 ou 4 derniers jours. Et là évidemment on est obligé de se dire mais je comprends pas pourquoi que le Santé France à la limite publie ça. Bon, ça c'est une donnée, ok. Il répertorie les morts, on connaît les règles, mais les journalistes, quand on traite l'information, pourquoi vous retraitez pas la courbe et vous faites pas une moyenne? Parce que si j'ai 800 morts sur 4 jours, j'en ai pas 800 le mardi, j'en ai 800 sur 4 jours, donc c'est 200 par jour. Et donc ce qui fait que là, la courbe que vous voyez ici, si on retraite ça comme ça, grosso modo, vous auriez un plateau. Voilà. Ce qui fait qu'avec les mêmes chiffres, le même nombre de morts, on aurait pu varier de scénario. On aurait pu dire, ah bah en fait, c'est pas le scénario 3, là, le pire, avec la grande vague au-dessus de 2020, et puis là, je vous montrerai encore un article du Figaro avec Véran, là, qui est en train de secouer le truc pour nous faire peur. Non, ça aurait pu être le premier scénario, par exemple, celui de la grande vague de mars, et une série de petites vagues sur 2020, et puis ça diminue sur 2021, avec exactement les mêmes chiffres. Donc là, on comprend bien que sur le traitement de cette crise, c'est un storytelling qui est envoyé à l'endroit des gouvernements. En tout cas, qui est suggéré. Une fois qu'on a dit ça, la deuxième chose qui vient à l'esprit, c'est de se dire, bah peut-être en effet qu'il y a d'autres axes de storytelling qui sont inscrits dans ce Covid-19, The Great Reset. Et on va voir effectivement, à l'instant, on va en parler, mais effectivement c'est le cas. On a à l'intérieur de ce livre un nombre assez impressionnant d'idées préconçues, d'argumentaires totalement déconnectés de la réalité, exactement comme le traitement des chiffres pour coller à un scénario. Et on voit bien, on en a plusieurs, et on voit bien en fait où est-ce que ça veut en venir, c'est-à-dire on va essayer ce Great Reset, il va essayer de nous remâcher, de nous retravailler le discours général pour continuer de nous faire gober les mesures néolibérales qui vont s'intensifier avec cette crise économique majeure qui a été provoquée par le confinement, qui était déjà existante, c'est pas quelque chose, mais que le confinement a accéléré, catalysé et propulsé. Et on le voit très bien dans une interview que Macron a donné au Grand Continent, que vous pourrez trouver sur la chaîne de l'Elysée. Donc là, je vous mettrai le visio pour ceux qui veulent aller voir. Et vous verrez, c'est un condensé, on a tout dedans. Première réponse de Macron, c'est les défis d'aujourd'hui, en plus du Covid-19, il vient s'agréger aux défis d'avant. Les défis d'avant, c'est la lutte contre les inégalités, la lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité, et enfin la digitalisation de la société. Et ça, c'est des thèmes qui sont repris ouvertement et grandement dans le Covid-19, The Great Reset. C'est clairement ça qui est exposé. Avec on va dire le prêt à manger qui est derrière, le prêt à penser qui est attenant. Par exemple, voilà, on va passer plus de temps à la maison parce que on va vouloir se déplacer moins, et parce qu'on va moins sortir, et parce que on a peur du virus, et donc faut faire durer le virus. Et puis aussi on va mettre des mesures sanitaires partout qui vont nous empêcher simplement de se sortir, de vivre. On peut voir, là je mettrai les restaurateurs, ils comprennent pas pourquoi on s'acharne sur eux. Bah si, parce qu'il faut pousser à la digitalisation. Donc ça pousse. On va dire aussi que la digitalisation, c'est quelque chose qui permet de soutenir l'écologie versus les transports classiques, genre voiture et tout, alors que n'importe qui s'intéresse au sujet, il sait très bien que les usines à serveurs, ça pollue énormément, et que chaque iPhone qui est produit, c'est une empreinte écologique énorme. Mais bon, on va aller dans ce sens-là en vous disant que c'est plus vert. Donc c'est clairement du foutage de gueule, pour pas dire autre chose. Et la lutte contre les inégalités, c'est pareil. Ils le disent rapidement dans le livre. Ils disent le problème, c'est que la crise économique qui est là, il va falloir faut lutter contre les inégalités. Mais c'est quoi la solution? Et tout à l'heure, on en dira un mot. Mais c'est quoi la solution? La solution qui est préconisée pour l'instant dans le Great Reset, c'est une réduction générale du niveau de vie des gens, Et pas que dans les pays riches. C'est aussi dans les pays pauvres. Et donc c'est un tirage vers le bas
de la moyenne générale. C'est ça qui est proposé. Et en faisant ça, pour pouvoir vous le vendre, et ben, ils vous habillent ça vous restez à la maison, ça vous empêche de sortir faire des manifs aussi, par exemple, ainsi que le changement d'indicateur, c'est-à-dire que c'est plus l'économie qui va driver le truc, mais c'est des indicateurs sur le bien-être, avec l'accès aux soins, machin, ce qui va être dans la cohérence de l'État qui remet la main un peu sur tout ce que le marché qui va mourir de cette crise économique, toute cette partie du marché libéral qui va mourir de cette crise économique, bah c'est l'État qui va pouvoir le récupérer. Et on va vous changer l'indicateur et ça va vous permettre de vous faire passer la pilule. Quoi, en gros, c'est ça. Parce qu'en réalité, sur le fond, sur la nature du projet, il n'y a pas de renouveau avec le Great Reset. C'est toujours le même objectif qui est là depuis très longtemps, casser la classe moyenne, casser le petit entrepreneuriat indépendant, renforcer le contrôle sécuritaire. Je veux dire, il y a pas... en lisant ce livre, on voit pas... Ce qui nous saute aux yeux, c'est pas... Ah, ils font un truc nouveau qui va... Non, ils se servent de cette crise pour aller plus loin. Ça, c'est une évidence. C'est un accélérateur, et ça, c'est un fait établi, ça, on peut pas le nier. Mais ils s'en servent aussi, le Great Reset, pour réinitialiser le discours et les valeurs qui sont portées par ce discours pour continuer, en fait, pour que tout change sans que rien ne change. Et pour moi, c'est vraiment ça la morale à retenir de ce bouquin. D'ailleurs, ça se voit très bien parce que dans ce Great Reset, on a aussi des thèmes qui sont les grands absents, j'ai envie de dire, de ce Great Reset, de cette réinitialisation, et qui pourtant me semble central, quoi. Si jamais on devait vraiment faire un vrai, honnête Great Reset de l'humanité, donc le plus important, à mon sens, et qui est quand même, je pense, même fondamental, si un jour on devait vraiment faire un Great Reset authentique, bah c'est que pas un mot sur les marchés boursiers. Pas un mot sur les marchés boursiers sur 200 pages d'essais. Donc les mecs, ils sont là, ils balayent je sais pas combien de thématiques, ils vous disent que tout faut que change, qu'il faut réinitialiser, que c'est une fenêtre d'opportunité, machin, tout ce que vous voulez, putain, et les mecs, ils te lâchent pas un mot sur le commerce d'actions à la milliseconde qui est fait via des algorithmes par des machines, qui permet de concentrer le capital de manière totalement déjà déséquilibrée, et en plus de manière totalement fictive. Et là, non, ça, par contre, c'est bon, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est bon. Donc, on se dit, bon, ok, ça marche. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, dans le livre également, ils en glissent un mot. Ils nous disent, dans le monde d'après, là, après le Great Reset, il y aura deux types d'activistes. Il y aura les activistes comme ceux qu'on connaît, là, des ONG, machin, là, qui vont rechercher les migrants en Méditerranée. Et puis, il y aura les activistes, les investisseurs activistes. Donc ça, c'est une classe que je connais moins, mais c'est vrai que quand on regarde un peu le profil de Bill Gates et du boulot qu'il fait, on se dit, voilà, c'est sûr que pour mettre en ordre ce Great Reset, on aura besoin de gens comme lui, pour pousser à la digitalisation, à cette économie plus verte, pour diriger les investissements. Et donc voilà, donc les mecs, pas de problème, la finance internationale comme elle est construite aujourd'hui, elle marche, alors qu'on sait très bien que c'est un des trucs qui dysfonctionne le plus dans le monde aujourd'hui. Mais bon, un autre absent, bah, c'est la classe politique. Je veux dire, il n'y a pas un mot sur la gestion de la crise, il n'y a pas un mot sur l'accès au pouvoir. Je sais bien que le livre il est général et qu'il parle de tous les pays, il s'adresse à tous les pays dans le monde en même temps, donc c'est compliqué de se concentrer, mais quand même, on voit bien qu'il y a un problème d'accès au pouvoir de la classe politique. Aujourd'hui, en tout cas, quand on est en France, on se dit, il y a clairement un problème. Il y a une collusion totale, une consanguinité totale. C'est assez flippant. Et en corollaire de ça, évidemment, j'en parlais tout à l'heure, mais le travail des médias, c'est pas possible, quoi. Que les mecs prennent les infos et recrachent ça bêtement. T'as vraiment l'impression que les mecs, ils sont même plus payés pour faire du boulot. Ils sont payés simplement pour recracher. Je veux dire, ne pas réussir à faire une moyenne. Normalement, je veux dire, dans tous les médias, on aurait dû avoir la moyenne des morts sur les 4 jours. C'est un truc, mais c'est du CM2. Et non. Non, il n'y a pas de moyenne, il n'y a rien. On vous dit, il y a eu 1200 morts aujourd'hui. Alors qu'en fait, c'est une fausse information. Parce qu'il n'y a pas eu 1220 morts le 10 novembre. C'est faux. Ça a été recensé comme ça.
Mais on sait que les morts ne sont pas tous morts, on le sait. Et donc il faut retraiter. Donc ça non plus. Les médias aussi, il n'y a pas de problème, ils marchent bien, malgré la collusion, malgré le fait que par exemple, comme en France, ils soient tenus dans la main de milliardaires et dépendants des subventions de l'État. Mais ça, il n'y a pas de Great Reset là-dessus. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Enfin, c'est que dans ce livre, on voit bien qu'il y a un problème de fond, quoi. Non seulement c'est un storytelling à l'endroit des dirigeants, hein, de nos gouvernants, comme j'ai pu l'illustrer avec Emmanuel Macron, qui reprend tout, on va dire, le substrat intellectuel de ce Great Reset pour le remâcher et vous le vendre quand il vient faire ses interviews. J'ai pas vu celle de Brut là, qui est sortie récemment, mais c'est tenant, c'est sûr, tu balayes les trucs, tu trouves les mêmes sujets. Ce livre, il s'adresse aussi aux autres dirigeants, parce qu'en fait, il y a une partie des dirigeants pour lesquels c'est pas, ils le disent aussi régulièrement dans le livre, les analyses sont pas toutes convergentes vers le même endroit. Et il y en a par exemple sur l'écologie, il y a une partie des gens qui pensent que à cause de la crise, on va oublier l'écologie et on va remettre les choses comme avant. Et c'est ça, c'est ça l'objectif de ce livre, c'est que c'est aussi un argumentaire de vente. Et en fait, non seulement ça donne un prêt-à-penser à nos gouvernants pour nous vendre ça, une articulation intellectuelle, je dirais, pour nous vendre ça à nous, les débiles mentaux de la classe moyenne et les débiles mentaux qui sont de la classe inférieure, quoi, je veux dire, pour tous les gens de la masse. Mais c'est aussi un argumentaire de vente pour les autres dirigeants qui sont pas encore convaincus. Et en fait, ce que je dirais sur ce bouquin, c'est que ce Great Reset, il s'adresse d'abord aux autres gouvernants du monde, hein, qu'ils soient des gouvernants privés, donc des gens dans les grandes entreprises, ou dans les grosses ONG, ou dans les gouvernements. Il s'adresse aussi en priorité, je dirais, à eux, c'est-à-dire que c'est leur mindset, comme on dit là, c'est leur état d'esprit, c'est leur façon de voir les choses, qu'il va falloir aussi réinitialiser, et c'est leur discours qu'il va falloir réinitialiser. Un des axes forts, par exemple, c'est le changement sur la mondialisation, hein, soi-disant la fin du néolibéralisme. Donc ça, effectivement, quand on lit ça, on a envie de doucement rigoler. Mais le fait de ce dont je parlais tout à l'heure, le fait de laisser tomber l'indicateur de croissance du PIB pour passer sur des indicateurs qui incluent le travail fait à la maison, qui incluent le niveau des infrastructures, quelque chose qui est orienté sur le bien-être. Ça, faut quand même comprendre que c'est un changement profond du discours, parce que depuis 40 ou 50 ans, c'est sur cette croissance du PIB, c'est sur cette croissance, hein, le totem de la croissance qu'on vous a fait passer toutes les merdes qu'on pouvait vous faire passer, hein, des délocalisations à la fin de l'euro, enfin à la fin de la monnaie nationale, enfin tout est passé là-dessus quasiment, toujours. Et là on vous dit, bah maintenant faut arrêter de parler de ça, il faut passer sur autre chose. Et là c'est un vrai, quelque part dans le discours, là pour le coup je suis d'accord, c'est un vrai reset, quoi, c'est une vraie réinitialisation, parce que vous allez totalement changer d'état d'esprit. Et c'est pour ça que quand vous regardez les interviews des auteurs, notamment de Klaus Schwab, ils parlent de fenêtres. Et en fait, cette crise, elle leur a permis d'ouvrir les esprits. Et il faut en profiter. Je suis dans leur pompe. Hein. Il faut en profiter pour imposer de nouveaux valeurs, de nouvelles références intellectuelles pour pouvoir continuer d'avancer vers ce projet mondial qui lui aussi doit évoluer légèrement, c'est-à-dire que voilà, ces gens-là, ils ont accepté que pour le moment la gouvernance mondiale avec un gouvernement mondial, un président du monde, c'est mort, donc il faut passer à une espèce de régionalisation type 1984 d'ailleurs, hein, pour ceux qui l'ont lu. Et voilà, donc c'est aussi ça aussi un Great Reset, parce que on a aussi ce changement-là. Et donc nous, à l'intérieur de tout ça, nous les petites gens, il faut nous réinitialiser intellectuellement, mais pour cela il faut d'abord que tout le monde au niveau des gouvernants soit totalement adhère totalement à cette nouvelle façon de voir les choses et puisse vous le vendre. Et donc il faudra pas s'étonner si dans peu de temps voilà, on nous parle plus de bien-être que d'emploi, que de sécurité, d'accès aux soins, ce genre de choses, pour pouvoir en fait vous faire gober que bientôt les usines elles vont toutes fermer parce qu'elles seront toutes tenues par des robots, et que tous les magasins ils vont fermer parce qu'on va leur mettre des restrictions sanitaires qui empêchent de te faire travailler, qui empêchent de leur permettre de travailler, qui vous empêchent d'y aller, qu'on vous empêche d'aller prendre l'avion parce que c'est pareil, on vous fait faire 8 heures de queue pour rien, et que tout ça en fait c'est une réduction du niveau de vie de la classe moyenne et pauvre, sans toucher, voire même en renforçant la place de ceux qui sont tout en haut de l'échelle et qui continuent
de nous diriger calmement. Voilà. On en reste là pour le Great Reset COVID-19, The Great Reset, de par Klaus Schwab et Thierry Malray. On a essayé d'être aussi synthétique que possible, d'être aussi pertinent également. C'est pas évident parce que le livre est découpé d'une certaine manière qui fait qu'il est assez difficile à compiler, avec énormément d'informations, de suggestions. Donc on aurait pu tirer plein de fils à droite à gauche. On a essayé de vous en donner le ressenti personnel, de mettre en lumière ce qui est avancé dans le livre, les grandes lignes qui sont avancées dans le livre, en espérant que ça vous a plu. Je vous embrasse. On était le 30 novembre aux alentours de midi, je pense, le temps que je fasse le montage, on a bien dépassé cette date. Prenez soin de vous et à bientôt.